Vous connaissez ce sentiment. Il ne vient pas avec un fracas, mais avec un soupir silencieux, presque inaudible, à la fin d'une longue journée. C'est ce sentiment de paradoxe, aussi tranchant qu'un éclat de verre. Votre esprit est une immense bibliothèque baignée de lumière. Sur ces étagères se trouvent des milliers de livres, chacun lu et compris. Dans ces salles sont conservées des cartes de grands voyages, des plans de projets géniaux, des partitions de symphonies jamais jouées. Vous êtes le gardien et le conservateur de ce magnifique musée d'idées. Vous connaissez chaque détail, chaque concept, chaque théorie. Mais vous ne vivez pas dans ces vastes salles. Vous vivez dans une petite chambre poussiéreuse à côté. De la fenêtre de cette chambre, vous voyez la vie s'écouler, mais vous n'y participez pas. Des montagnes de livres non lus, mais achetés avec les meilleures intentions, vous regardent avec reproche. Des dossiers infinis d'articles sauvegardés et de favoris dans votre navigateur sont les pierres tombales numériques d'entreprises jamais commencées. Les diplômes et certificats accrochés au mur semblent être des attestations de cours de préparation à une vie qui n'est jamais arrivée. Et voilà la rupture. Le fossé entre la richesse intérieure que vous avez accumulée et la passivité extérieure, presque ascétique. C'est la frustration silencieuse d'un génie enfermé dans sa propre tête. Vous savez comment faire. Vous savez quoi faire. Mais l'action elle-même, le premier pas hors de cette chambre vers les salles ensoleillées, semble impossible. Comme si un mur invisible séparait le monde de la connaissance du monde de l'être. Et cette paralysie est la plus raffinée et la plus douloureuse de toutes. Et dans ce silence, dans cette immobilité paralysante, vous entendez sûrement des voix. La voix du critique intérieur qui murmure des mots venimeux, paresse, procrastination, manque de discipline. Peut-être est-ce l'écho de voix extérieures, parents, collègues, amis, qui disent « Commence donc à faire quelque chose ». Ils ne comprennent pas, ils ne voient que la surface, l'inaction, et ils jugent. Et vous, peut-être, commencez à croire à leur jugement. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, et je veux que vous l'entendiez avec chaque cellule de votre être. C'est la chose la plus importante que vous puissiez comprendre en ce moment. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas brisé, vous êtes dans un piège très intelligent, très sûr et très solitaire que votre propre esprit a construit pour vous. Ce que vous ressentez n'est pas un échec moral, c'est un chef-d'œuvre de défense psychologique. Un mécanisme complexe et sophistiqué créé par votre intelligence pour vous protéger de quelque chose que votre âme considère comme bien plus dangereux que la simple inaction. Votre passivité n'est pas un manque d'énergie. Au contraire, c'est le résultat d'une dépense d'énergie colossale pour maintenir les murs de cette forteresse invisible dans laquelle vous vous trouvez. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force tragiquement mal appliquée. Nous avons appelé cela un piège, une forteresse. Mais changeons de métaphore un instant. Posons une question simple mais dévastatrice qui peut tout changer. Et si votre soif insatiable de connaissances n'était pas une préparation à la vie, mais la forme la plus habile, la plus respectable de fuite face à elle? Pensez-y. D'autres formes d'évasion sont condamnées par la société. L'alcool, les divertissements futiles, les jeux d'argent. Mais qui oserait condamner une personne qui lit un livre? Qui reprocherait à celui qui s'inscrit à un autre cours pour s'améliorer? Personne. Au contraire, cela suscite le respect. Et c'est là que réside le génie de cette défense. Votre esprit a trouvé l'alibi parfait. Il a créé un refuge qui ressemble à une tête de pont pour l'offensive. Il a transformé la préparation au combat en une fin en soi, parce que le combat lui-même, la vie dans toute sa gloire imprévisible, imparfaite et effrayante, ne commence jamais. Votre esprit est le plus bel endroit, le plus respectable, le plus idéal pour se cacher de la vie. Ce n'est pas une cave sombre, mais un penthouse avec une vue panoramique sur le monde dans lequel vous avez peur de descendre. C'est précisément pourquoi le but de notre voyage d'aujourd'hui n'est pas de vous donner une autre dose d'information qui pèsera comme un poids mort sur les étagères de votre esprit. Vous n'en avez pas besoin. Cette vidéo n'est pas une conférence. C'est un plan d'évasion. Nous n'allons pas ajouter un autre livre à votre bibliothèque. Nous allons trouver la clé de ces portes. Ensemble, nous allons explorer et révéler cette loi psychologique cachée qui a transformé votre noble soif de savoir en une paralysie de la volonté. Nous allons descendre dans les caves de votre psyché pour comprendre de quoi cette forteresse imprenable de l'intellect vous protège réellement.
Et je vous le promets, à la fin de notre voyage, vous regarderez votre problème, votre magnifique bibliothèque et votre petite chambre avec des yeux complètement différents. Vous ne verrez pas une impasse, mais un seuil. Pas une condamnation, mais une invitation à l'étape la plus importante de votre développement. Nous avons donc trouvé la clé et déplié la carte. Notre voyage vers l'intérieur commence. Et le premier pas sur ce chemin est de retirer les faux panneaux indicateurs, ce brouillard psychologique épais qui vous fait tourner en rond. Ce brouillard est fait de mots lourds et collants que vous avez probablement l'habitude d'utiliser pour décrire votre état. Nommons-les. Procrastination, syndrome de l'imposteur, perfectionnisme. C'est la sainte trinité de la psychologie de l'auto-assistance moderne. Vous en avez entendu parler des centaines de fois. Vous avez lu des dizaines d'articles à leur sujet. Peut-être même avez-vous suivi des cours sur la façon de les vaincre. On vous a conseillé des techniques de gestion du temps pour lutter contre la procrastination, des affirmations pour surmonter le syndrome de l'imposteur et des pratiques du suffisamment bon pour dompter le perfectionnisme. Et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Parce que combattre la procrastination avec la gestion du temps, c'est comme soigner une blessure interne profonde avec un pansement stérile. Vous pouvez masquer le symptôme pendant un certain temps, vous pouvez ressentir une illusion de contrôle, mais la blessure sous le pansement n'a pas disparu. Elle continue de faire mal, elle continue d'influencer chacun de vos mouvements. Ces étiquettes, procrastinateur, imposteur, perfectionniste, ne sont pas un diagnostic. Ce sont simplement les noms des symptômes. C'est la fumée que vous voyez, mais ce n'est pas le feu. Et leur plus grand danger est qu'elles vous font combattre le mauvais ennemi. Elles vous font vous combattre vous-même. Elles transforment un état en une identité, vous faisant ressentir de la culpabilité, de la honte et votre propre défectuosité. Mais elles ne donnent pas l'essentiel, la compréhension. Elles ne répondent pas à la seule question importante. Pourquoi ? Pourquoi ce mécanisme existe-t-il ? Pour répondre à cette question « pourquoi ?», laissons de côté les termes psychologiques et tournons-nous vers une image. Les histoires et les métaphores parlent souvent à l'âme dans un langage plus profond que les définitions. Imaginez un général dans sa tente la nuit précédant la bataille décisive. Autour de lui, les fruits de nombreuses années de préparation. Sur une immense table sont étalées des cartes, couvertes d'annotations. Il connaît chaque colline, chaque ravin, chaque ruisseau de cette terre. Il a étudié l'histoire de toutes les guerres qui se sont déroulées dans cette région. Il connaît la tactique de l'ennemi, ses forces et ses faiblesses. Il peut prédire son prochain mouvement avec une précision stupéfiante. Ses aides de camp attendent l'ordre. L'armée est prête, le moment est venu. Mais le général ne donne pas l'ordre. Il vérifie et revérifie les cartes. Il lit les rapports des éclaireurs pour la 10e fois. Il rejoue dans sa tête des centaines de scénarios possibles, peaufinant son plan parfait. La nuit passe, l'aube se lève, l'armée attend, et le général poursuit son étude sans fin. Les jours se transforment en semaines. Le moment idéal pour l'attaque est manqué, mais le général est toujours dans sa tente, au milieu de ses cartes, en pleine préparation au combat qui ne se transforme jamais en combat. Appellerions-nous ce général paresseux ou indiscipliné? Bien sûr que non. Son zèle est stupéfiant. Il est le plus grand expert de la bataille à venir. Son inaction n'est pas de la paresse, c'est de la peur. Mais ce n'est pas simplement la peur de la défaite. C'est la peur de la réalité elle-même. Sur la carte, son plan est parfait. Les figurines des soldats se déplacent docilement, les lignes d'attaque sont impeccables, la victoire n'est que l'aboutissement logique de sa stratégie de génie. Mais là-bas, derrière la toile de la tente, attend le vrai champ de bataille. La boue, le sang, le brouillard de la guerre, les cris, le chaos. Un lieu où les plans parfaits s'effondrent dès la première minute, où les soldats, des êtres humains vivants, meurent, et où la gloire est inséparable de l'horreur. L'éternel apprenti est précisément ce général. Vous préférez la sécurité absolue de la carte, la théorie, à la réalité imprévisible et effrayante de la bataille, la vie. Ce général dans sa tente, penché sur ses cartes, n'est pas une simple image littéraire. C'est une partie puissante de votre âme. Cette partie qui trouve du réconfort dans la perfection de la théorie parce qu'elle a peur du chaos de la pratique. Mais chaque général a son champ de bataille, sa propre guerre qu'il a si peur de commencer.
Ces cartes ne sont pas de simples schémas abstraits. Ce sont les cartes d'un terrain bien concret où son destin l'attend. Et c'est pourquoi je veux maintenant vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de regarder à l'intérieur de vous. Et maintenant, demandez-vous honnêtement, de quelle bataille vous cachez-vous derrière vos livres? Quelle seule action, quel seul projet, quelle seule décision prendriez-vous à l'instant même si le succès vous était garanti? Ou plus important encore, s'il n'y avait aucun risque d'échouer, de paraître stupide ou d'être imparfait? Qu'est-ce que c'est? Lancer ce fameux projet pour lequel vous avez déjà tout étudié? Cette conversation difficile que vous répétez dans votre tête depuis des années? La décision de changer de carrière, d'écrire le premier chapitre, d'inviter quelqu'un à un rendez-vous, de vous affirmer au monde? Quelle est cette seule et unique action qui sépare le général de son champ de bataille? Je vous demande de mettre cette vidéo en pause, littéralement. Appuyez sur pause et restez avec cette question en silence pendant au moins 1 minute. N'essayez pas de trouver la bonne réponse. Posez simplement la question à votre cœur et écoutez ce qui remonte des profondeurs. Quel est le nom de votre bataille? Nommez-le. Ne serait-ce qu'en chuchotant, juste pour vous. C'est le premier et peut-être le plus important pas pour sortir de l'attente. Nous attendrons. Quel que soit le nom que vous ayez donné à votre bataille, quelle que soit la réalité dont vous vous cachez dans votre tente de savoir, une chose est claire, la peur qui vous retient n'est pas tout à fait rationnelle, n'est-ce pas? Consciemment, vous comprenez ce qu'il faut faire. Logiquement, vous pouvez peser le pour et le contre. Mais au moment de donner l'ordre, quelque chose d'autre surgit des profondeurs. Une force ancienne, irrationnelle, qui paralyse la volonté et murmure « Non, pas encore, tu n'es pas prêt ». Essayer de vaincre une telle peur par la logique et la volonté, c'est comme essayer d'arrêter la marée de l'océan en l'écopant avec un seau. Pour comprendre des forces aussi profondes et primitives, nous avons besoin d'une psychologie qui n'a pas peur de regarder dans la cave de l'âme humaine. Une psychologie qui reconnaît que sous le premier étage lumineux et bien meublé de notre conscience, il existe des souterrains sombres, retentissants et anciens, où naissent nos pulsions, nos peurs et nos désirs les plus puissants. C'est précisément un tel explorateur des profondeurs qu'était le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Il n'était pas simplement un médecin qui traitait les symptômes. Il était un cartographe de l'âme. Jung a osé suggérer que notre psychologie personnelle n'est qu'une fine couche au-dessus d'un immense océan commun à toute l'humanité, l'inconscient collectif. Dans cet océan ne vivent pas des souvenirs personnels, mais de grands mythes, des symboles et des images originelles, qu'il a appelés archétypes. Et voici l'idée clé qui va bouleverser votre perception du problème. Votre état d'éternel apprenti n'est pas votre échec personnel ni une faille unique de votre caractère. C'est la preuve que vous êtes tombé sous l'emprise d'un de ces schémas archétypaux anciens, puissants et universels. Votre histoire personnelle se déroule selon un scénario qui est bien plus ancien que vous. Et pour changer le scénario, il faut d'abord comprendre son auteur. Nous nous tenons donc au seuil de l'inconscient, prêts à nommer cet ancien scénario qui se joue dans votre âme. Cet archétype, qui transforme la soif de savoir en paralysie, a un nom. Dans la psychologie jungienne, on l'appelle le puer aeternus. Traduit du latin, cela signifie l'éternel adolescent, ou dans un sens plus poétique, l'enfant divin. Et il est crucial de comprendre dès le début, ce n'est pas simplement un synonyme d'infantilisme ou d'immaturité au sens commun. Nous ne parlons pas d'une personne qui refuse de grandir. Nous parlons d'une force puissante au sein de la psyché, qui possède à la fois une lumière divine et une ombre destructrice. Le côté lumineux du puer est cette partie de vous qui est connectée au monde du potentiel infini. C'est votre génie intérieur, votre source de créativité, de spontanéité et de charme. C'est lui qui voit des milliers de possibilités là où d'autres ne voient qu'un seul chemin. Il rêve de grandeur, aspire à l'idéal, ressent un lien avec quelque chose de supérieur, de spirituel. C'est la voix qui dit « Tu peux être qui tu veux, le monde entier t'est ouvert ». Et dans cette voix, il y a une vérité enivrante et une énergie immense. Mais c'est aussi là que réside sa tragédie. Le puer aeternus est amoureux du potentiel, mais il a une peur mortelle de l'incarnation. Il plane dans le monde des idées, mais il redoute d'atterrir dans la réalité. Pourquoi? Parce que toute incarnation, tout choix réel est une limitation.
Et pour l'archétype de l'éternelle jeunesse, la limitation équivaut à la mort. Utilisons la métaphore centrale. Imaginez un sculpteur de génie. Il consacre toute sa vie à la recherche du marbre parfait. Il parcourt le monde, étudie les carrières, il a développé un flair surnaturel pour la pierre qui recèle un chef-d'œuvre. Et voilà, il le trouve, un bloc impeccable dans lequel il voit, non pas une, mais des milliers de sculptures possibles. En lui dorment l'athlète, le philosophe, le dieu et le saint. Il apporte ce marbre à son atelier, le place au centre et commence à tourner autour. Il voit tout son potentiel, mais il ne peut lever le ciseau. Il a peur de porter le premier coup, parce que ce premier coup, irréversible, déterminera à jamais ce que ce bloc ne deviendra pas. S'il décide de sculpter l'athlète, il tuera au même instant le philosophe. S'il choisit le saint, il réduira le dieu en poussière. Chaque acte de création dans le monde réel est un acte de renoncement à toutes les autres options. Et l'éternel adolescent en vous est ce sculpteur même qui préfère contempler éternellement le marbre idéal avec toutes ses possibilités infinies, plutôt que de créer une seule et unique sculpture, réelle, et donc imparfaite et finie. Pour que cet archétype cesse d'être une simple belle théorie, donnons-lui chair et sang. Racontons une histoire. Appelons notre héros simplement l'homme. Dès sa plus tendre jeunesse, tous ceux qui le connaissaient disaient qu'il était né pour de grandes choses. Dans ses yeux brûlait le feu d'un talent authentique, et son esprit était vif et profond. Et il comprit très tôt quelle était sa vocation. Il écrirait le grand livre. Pas seulement un bon roman, mais une œuvre qui traverserait les siècles. Et il commença à se préparer. Il ne se pressait pas. Il abordait la tâche avec méthode, avec une révérence digne de son grand objectif. Il s'inscrivit à la faculté de lettres et absorba le savoir comme la terre sèche absorbe la pluie. Il ne se contentait pas de lire les classiques. Il les disséquait, étudiait la structure de leurs phrases, le rythme de leur prose. Il étudia tous les procédés littéraires, toutes les écoles, toutes les théories. Puis il décida que le savoir académique ne suffisait pas. Pour écrire sur la vie, il fallait la connaître. Il partit en voyage. Il vécut à Paris pour comprendre Hemingway. Il erra dans les ruelles brumeuses de Dublin, essayant de saisir l'ombre de Joyce. Il se tint sur les ponts de Saint-Pétersbourg, respirant l'air de Dostoïevski. Il collecta des histoires, s'imprégna de l'atmosphère, accumula de l'expérience. Il devint une encyclopédie ambulante des destins humains et des codes culturels. Et pendant tout ce temps, le livre vivait en lui. Dans sa tête, il était déjà écrit. Il brillait, il était parfait. Ses personnages étaient plus réels que les gens qu'il rencontrait. Les dialogues y étaient plus spirituels et profonds que n'importe quelle conversation qu'il avait entendue. Chaque phrase y était musique. Et voilà, après des années de préparation, il décida que le moment était venu. Il rentra chez lui, s'aménagea un bureau idéal, acheta le meilleur papier et s'assit à sa table. Devant lui se trouvait une feuille blanche. Il prit son stylo et se figea. Il ferma les yeux et entendit cette phrase parfaite avec laquelle son livre devait commencer. Il ouvrit les yeux et essaya de l'écrire. Mais ce qui sortait de sa plume n'était qu'un écho pâle et laid de cette musique céleste qui résonnait en lui. Ce n'était pas ça. Il froissa la feuille. Et une autre. Et encore une autre. Toute phrase écrite était une trahison de la phrase idéale qui vivait dans son imagination. Les années passèrent. Il continua de lire, de s'instruire, de penser à son livre. Il en parlait brillamment. Il pouvait en décrire l'intrigue, les personnages, la philosophie pendant des heures. Ses amis écoutaient, retenant leur souffle. Mais il n'en écrivit jamais une seule ligne. Son immense et brillant potentiel devint sa malédiction, sa tragédie. Il devint le plus grand expert au monde d'un livre qui n'existait pas. Pourquoi cette histoire de l'homme et de son livre non écrit nous touche-t-elle autant? Pourquoi semble-t-elle si douloureusement familière? Parce que ce n'est pas simplement une parabole sur quelqu'un d'autre. Cet homme est une partie de votre âme. C'est cette partie de vous qui préfère la préparation infinie, méticuleuse et noble à l'action réelle, sale et imparfaite. Cette partie qui passe des années à construire le navire idéal dans sa tête, mais qui n'ose jamais le mettre à l'eau parce que la mer est agitée et que le bois pourrait ne pas être si solide. C'est elle, cette partie, qui vous murmure constamment à l'oreille ces mots familiers et rassurants. Encore un cours, encore un livre, encore un peu de préparation, et alors?
Et ce « alors » n'arrive jamais, parce que son but n'est pas de vous préparer pour l'avenir, mais de vous maintenir dans l'éternel présent, dans le cocon sécurisant de la théorie. C'est la voix du puer aeternus. Et maintenant vous comprenez ce dont il a vraiment peur. Il n'a pas peur de l'échec. L'échec n'est qu'une des possibilités dans le monde réel. Il a peur de bien plus. Il a peur de la réalité elle-même. Pourquoi? Parce que la réalité est finie. La réalité est imparfaite. La réalité est irréversible. Quand vous écrivez la première ligne, vous ne pouvez plus en écrire une autre. Quand vous choisissez une voie professionnelle, vous renoncez à des centaines d'autres. Quand vous vous engagez dans une relation, vous fermez la porte à des milliers d'autres rencontres potentielles. Chaque pas dans le monde réel est un petit choix, et donc une petite mort pour toutes les alternatives. Et pour l'archétype de l'éternelle jeunesse, amoureux du potentiel infini et éclatant, cela équivaut à une véritable mort. Il veut vivre là où tout est possible. Et la réalité, c'est l'endroit où il faut choisir une seule chose. Votre livre idéal peut avoir un autre nom. Ce peut être l'entreprise idéale, la relation idéale, l'œuvre d'art idéale ou la version idéale de vous-même. Mais le mécanisme est le même. Tant qu'il n'existe que dans votre tête, il est impeccable. Mais dès que vous essayez de lui donner vie, il se couvre de la poussière de la réalité, des fissures des compromis et des cicatrices des erreurs. Et la voix du puer dit « Ne le fais pas, ne trahis pas le rêve. Il vaut mieux être le gardien éternel de l'idéal que le créateur de quelque chose de simplement bon. » Nous avons disséqué l'archétype, nous avons raconté l'histoire. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas seulement de l'information, c'est une reconnaissance, un sentiment douloureux, mais en même temps immensément soulageant, quand quelqu'un décrit enfin avec des mots le paysage secret dans lequel vous avez erré seul si longtemps. Et puisque nous avons allumé cette petite lanterne de la conscience, dirigeons son faisceau sur votre propre vie. Faisons de cette connaissance non seulement quelque chose d'intéressant, mais de véritablement transformateur. Pour cela, je veux vous poser une autre question, plus profonde et plus personnelle. Dans quel domaine de votre vie cet éternel adolescent, ce sculpteur de génie qui a peur de son ciseau, cet écrivain à la page blanche, mène-t-il la danse? Est-ce votre carrière? Où vous apprenez sans cesse, obtenez des certificats, suivez des cours, élaborez des plans d'affaires parfaits, mais ne faites jamais le grand saut. Vous n'ouvrez pas votre cabinet, ne lancez pas votre projet, ne demandez pas de promotion. Ou vous êtes la personne la plus qualifiée pour un travail que vous n'avez jamais commencé. Ou peut-être est-ce le domaine des relations? Ou vous vivez dans l'attente du partenaire idéal, celui qui vous comprendra sans mots et correspondra à tous les points de votre liste intérieure. Et à cause de cette attente, vous évitez l'intimité réelle, terrestre, imparfaite avec des personnes vivantes qui peuvent vous décevoir, vous blesser, mais aussi vous aimer véritablement. Ou peut-être est-ce votre créativité, ou vos chefs-d'œuvre restent bien à l'abri dans votre tête. De grands romans, des chansons géniales, des idées révolutionnaires. Tout est parfait tant que ce n'est pas né. Et vous préférez être le gardien de ce musée intérieur plutôt que d'exposer ne serait-ce qu'une seule pièce à la lumière, au risque qu'elle ne soit pas si impeccable. Réfléchissez. Où exactement dans votre vie résonne ce murmure? Ce n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore prêt. Et maintenant, la question principale. La question qui vous prend aux tripes. De quelle responsabilité vous protège-t-il? Parce que le puer aeternus est un grand maître de l'évitement de la responsabilité. La responsabilité de ses choix. La responsabilité de vivre une seule et unique vie, finie, et non une centaine de vies imaginaires. La responsabilité de faire face aux conséquences de ses actes, à l'échec possible, à la critique, à sa propre imperfection. Je veux vous inviter dans un espace de réflexion collective. Partagez dans les commentaires, si vous en sentez la force, dans quel domaine de votre vie cet éternel apprenti se manifeste le plus fortement. Ce n'est pas un lieu pour se plaindre ou juger. C'est un lieu pour un témoignage honnête. Le simple fait de nommer ce fantôme et de le mettre en lumière est déjà un pas extrêmement puissant vers la guérison. Et en lisant les histoires des autres, vous comprendrez la chose la plus importante. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez honnêtement regardé en vous, vous ressentez peut-être maintenant des sentiments mitigés, le soulagement de la reconnaissance
et l'amertume de réaliser depuis combien de temps cette force a dirigé votre vie. Il est facile de sombrer dans le désespoir ou de commencer à en vouloir à cette partie de vous-même, à cet éternel adolescent qui a si peur de vivre. Mais nous n'allons pas faire cela. Au lieu de cela, nous allons accomplir l'acte alchimique le plus important. Nous allons transformer le poison en remède. Imaginons dès maintenant un nouveau paradigme, radical. Votre paralysie n'est pas une malédiction. C'est l'appel de votre âme à l'intégrité. Cette douleur aiguë, torturante, que vous ressentez, la frustration, l'anxiété, le sentiment de stagnation, n'est pas le signe que vous êtes brisé. C'est le signe que vous êtes vivant. C'est une tension sacrée. La tension entre deux grands pôles de votre personnalité qui exigent désespérément d'être réunis. Votre âme est fatiguée d'être divisée. Elle tend la corde de l'arc et la douleur que vous ressentez est l'énergie prête à décocher la flèche de votre potentiel dans le monde réel. Et voici ce qui est le plus stupéfiant. Celui qui souffre le plus de cette condition est le puer aeternus lui-même en vous. La vie dans le monde des pures fantaisies, dans un vol sans fin sans possibilité d'atterrir, est d'abord enivrante, mais avec le temps, elle devient insupportablement solitaire et vide de sens. L'esprit ne peut pas planer éternellement, il a besoin d'un corps. L'idée a besoin d'incarnation. Le potentiel a besoin de forme. La paralysie que vous ressentez est le cri de l'éternel adolescent lui-même, qui est fatigué d'être un fantôme. Il crie la nécessité de l'action, car la vie dans le monde des fantaisies l'épuise. Alors, ne considérez pas votre état comme un problème à éradiquer. Considérez-le comme une invitation. C'est votre âme qui frappe à la porte de votre conscience et dit « Il est temps. Temps pour la prochaine étape. » C'est une invitation au prochain grand acte de votre individuation, le voyage sacré vers vous-même, vers votre intégrité. Si l'âme appelle à l'intégrité, cela signifie qu'une partie d'elle a été oubliée, réprimée ou non développée. Si toute votre énergie était consacrée à servir l'éternel adolescent, planant dans les cieux des idées, quel pôle est donc resté dans l'ombre, sur la terre? Dans la psychologie jungienne, chaque archétype a son opposé, et la paire du puer aeternus est le senex. Senex en latin signifie le vieillard. Si le puer est le vol, le potentiel, l'esprit, la spontanéité et la question « pourquoi pas ?», le senex est la terre, la structure, la responsabilité, la discipline et la question « comment exactement ?» Le senex est l'archétype du roi intérieur, de l'architecte, du sage. Il est lié aux limites, à l'ordre, à la gravité de la réalité. Il sait que tout vol doit se terminer par un atterrissage et que tout rêve a besoin d'une fondation pour devenir plus qu'un simple songe. Une personnalité saine et entière est une union sacrée entre eux. C'est une danse dynamique du puer et du senex. Le puer, l'éternel rêveur, apporte des cieux une étincelle de feu divin, une nouvelle idée, une inspiration, une vision. Mais sans le senex, cette étincelle ne restera qu'une étincelle, s'embrasera et s'éteindra dans le vide. C'est le senex, le vieillard intérieur, qui prend cette étincelle et lui construit un foyer. Il crée la structure, le plan, la discipline, pour que le feu puisse brûler longtemps et réchauffer le monde. Le puer donne l'idée, le senex lui construit une maison. Regardez leurs extrêmes. Sans le senex, le puer est un rêveur éternel, charmant, mais tragiquement stérile. Il papillonne d'une idée à l'autre, ne menant rien à terme, et son potentiel se dissipe comme de la fumée dans le vent. D'un autre côté, sans le puer, le senex est un dogmatique sec et rigide, un constructeur de prisons faites de règles et de routines. Sa vie est ordonnée, mais elle manque de joie, de nouveauté, d'esprit. Par conséquent, la solution à votre problème n'est pas de tuer l'éternel adolescent en vous. Le tuer signifierait tuer votre créativité, votre joie, votre lien avec le divin. Non, la solution est de faire grandir et de renforcer sa moitié manquante. Cessez d'être seulement l'éternel apprenti et donnez la parole à votre professeur intérieur. Celui qui écoutera avec respect la brillante théorie de l'étudiant hochera la tête et dira « La théorie est magnifique. Je vois sa beauté et son potentiel. Et maintenant, allons au laboratoire et voyons comment elle fonctionne dans le monde réel. » Alors, comment cette union se manifeste-t-elle en pratique?
Comment invitons-nous le vieillard intérieur dans l'atelier où jusqu'à présent, seul le génie de l'éternel adolescent régnait? Cela ne commence pas par des systèmes de planification complexes ou des techniques de gestion du temps. Cela commence par un seul et unique, mais fondamental, changement d'attitude intérieure. Je veux que vous adoptiez pour vous-même un nouveau principe directeur. Le voici. Considérez l'action non pas comme un examen final, mais comme un rituel sacré d'incarnation. Analysons cette formule. L'éternel adolescent voit toute action comme un examen final. Il faut écrire le texte parfait du premier coup. Il faut mener la réunion parfaite. Il faut lancer le produit parfait. L'enjeu est toujours tout ou rien, et ce fardeau monstrueux de responsabilité paralyse. Mais le vieillard intérieur, le sage Sénex, propose un autre regard. Il dit « Chaque action, même la plus petite, n'est pas un test, mais un rituel. Un acte sacré qui donne forme à l'esprit informe. Chaque phrase imparfaite que vous écrivez est un acte de respect envers la grande idée qui vit dans votre tête. Chaque tentative maladroite, chaque erreur est un acte de service à la vie qui ne demande pas la perfection, mais la participation. Donc la première chose à faire est d'arrêter d'attendre d'être prêt. Être prêt est une illusion que le puer utilise pour ne jamais commencer. Vous ne serez jamais prêt à 100%. Le moment idéal n'arrivera jamais. C'est un mythe. Au lieu de cela, commencez petit. De manière microscopique mais réelle. Pas écrire un livre, mais écrire un paragraphe. Aujourd'hui, pas lancer une entreprise, mais passer un appel à un client potentiel. Tout de suite, pas changer votre vie, mais avoir une réunion que vous hésitiez à organiser. Le but de ce premier pas n'est pas le résultat. Peu importe que ce paragraphe soit génial ou que l'appel soit un succès. Le but est dans l'acte même d'ancrage, dans le fait de prendre l'énergie du monde des idées et de la conduire dans le monde réel. Chacune de ces actions est un fil que vous tendez entre le ciel et la terre, entre le puer et le Sénex. Et plus il y a de ces fils, plus le pont devient solide. Et nous arrivons à l'essentiel. À ce moment, il est facile de se sentir petit face à une grande tâche. Mais je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous preniez vraiment conscience de la force incroyable avec laquelle vous abordez cette nouvelle étape. Pensez à toute cette énergie que vous avez dépensée toutes ces années. Une énergie gigantesque, colossale, qui a été consacrée à la lecture, à l'étude, au doute, à la planification, au dialogue intérieur sans fin. Cela n'a pas été gaspillé. Imaginez que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas resté immobile. Vous avez construit un barrage et accumulé derrière lui un immense réservoir. Le réservoir de votre intelligence, de votre sensibilité, de vos idées, de votre profondeur. Cette force n'a pas disparu. Elle est là, en ce moment même. Elle bourdonne en vous, cherchant une issue. Jusqu'à présent, vous l'avez peut-être inconsciemment dirigée vers une seule chose, une accumulation supplémentaire, le renforcement des murs du barrage lui-même. Maintenant, vous savez où la diriger. Pas vers l'extérieur, à la recherche d'une autre théorie, d'un autre livre, d'une autre confirmation, mais vers l'intérieur pour construire ce pont même entre votre adolescent intérieur et votre vieillard intérieur, pour ouvrir les vannes et permettre à cette force accumulée d'irriguer la terre aride de la vie réelle. Laissez ces mots vous pénétrer. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Votre savoir n'est pas un fardeau, c'est une fondation. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Vos doutes ne sont pas un défaut, mais le signe d'un esprit profond qui ne se contente pas de réponses simples. Tout ce que vous considériez comme votre problème est en réalité votre plus grande force, qui attendait simplement la bonne application. Votre curiosité, ce trait même qui vous semblait vous tenir piégé, est votre plus grand don. Il est maintenant temps d'offrir ce don au monde. Pas un jour quand vous serez prêt, mais en commençant par un pas imparfait, mais sacré. Aujourd'hui, notre voyage approche de son point culminant. Nous l'avons commencé dans une petite chambre poussiéreuse, à côté de la magnifique bibliothèque de votre esprit. Nous sommes allés dans la tente d'un général étudiant éternellement des cartes. Nous avons jeté un œil dans l'atelier d'un sculpteur, craignant de toucher le marbre idéal. Nous avons donné un nom à la force qui vous tenait dans cette honorable captivité, le puer aeternus, l'éternel adolescent. Et nous avons rencontré celui qui attendait sur terre pour l'aider à atterrir, le Sénex, le sage vieillard. Et maintenant,
nous pouvons formuler cette loi psychologique cachée que nous avions promis de révéler au tout début. La loi cachée de l'éternel apprenti stipule « Plus vous restez longtemps dans le monde sûr et stérile de la théorie, plus le monde réel vous semble monstrueux, chaotique et effrayant. » C'est une boucle auto-entretenue. La peur de la réalité vous pousse à étudier, et plus vous étudiez, plus vous voyez de nuances, de risques et de raisons d'échouer, ce qui, à son tour, renforce votre peur de la réalité. Et de cette loi découle la conclusion principale et libératrice. La sortie de ce piège n'est pas d'en savoir plus, mais d'oser vivre avec ce que vous savez déjà. La sortie n'est pas d'ajouter un autre livre sur l'étagère, mais d'en prendre un et d'essayer de construire d'après ses plans, ne serait-ce que la plus simple des cabanes. Votre esprit n'est pas une forteresse pour se cacher de la vie. C'était son rôle temporaire et protecteur. Sa véritable et plus haute vocation est d'être un atelier. Un atelier où, pendant des années, vous avez amoureusement créé et affûté des outils uniques, dessiné des plans détaillés et étudié les propriétés des matériaux. Mais les outils sont faits pour être utilisés, les plans pour construire d'après eux. Il est temps de sortir de l'atelier et de commencer à construire. Et quand vous sortirez de cet atelier, quand vous ferez votre premier pas imparfait, mais sacré, le monde commencera à changer. Ou plus précisément, votre perception du monde commencera à changer. Imaginez ce sentiment, la légèreté sur vos épaules, quand le fardeau invisible mais incroyablement lourd du perfectionnisme tombe. La liberté qui vient quand vous comprenez que chacune de vos actions n'est pas un examen final pour le titre de génie, mais simplement une expérience, une danse avec la réalité. Imaginez la joie qui naît non pas de l'accomplissement d'un résultat grandiose, mais du processus lui-même. La joie de voir comment, sous vos mains, une idée informe commence à prendre chair. La joie de sentir la texture de la vie réelle, avec toutes ses aspérités et ses imperfections. Dans cette nouvelle vie, l'erreur cesse d'être une condamnation et devient le plus précieux des professeurs. Chaque chute n'est pas la preuve de votre incompétence, mais simplement une mise à jour de la carte que vous suivez. Chaque action, même la plus petite, devient un acte de vie, une célébration de votre capacité à influencer le monde. Imaginez une vie où vous n'attendez pas, mais vous vivez. Vous ne vous préparez pas, mais vous faites. Où votre sagesse ne se mesure pas au nombre de livres lus, mais à la profondeur de l'expérience vécue. Où votre valeur n'est pas déterminée par la grandeur de votre potentiel, mais par le courage et l'authenticité de vos actes réels. C'est la vie à laquelle votre âme vous appelle. Merci. Merci d'avoir fait ce voyage au plus profond de vous-même avec nous. Cela demande un vrai courage, non seulement de recevoir de l'information, mais de lui permettre de toucher les parties les plus vulnérables de votre âme, de regarder vos peurs en face et de reconnaître l'existence de ces forces qui nous gouvernent depuis l'ombre. Et la chose la plus importante que je veux que vous reteniez de cette longue conversation est une connaissance profonde et intérieure. Vous n'êtes pas seul. La paralysie que vous avez ressentie, ce sentiment d'isolement dans votre brillante bibliothèque mentale, n'est pas votre vice personnel. C'est une partie de l'expérience humaine universelle. Le général dans sa tente, l'écrivain devant sa page blanche, le sculpteur devant son marbre, ce ne sont pas vos démons uniques. Ce sont les ombres de grands archétypes contre lesquels lutte chaque personne qui chemine sur la voie de la conscience. Vous faites partie d'une immense communauté invisible de personnes qui aspirent non seulement à exister, mais à vivre authentiquement. Merci de faire partie de cette communauté. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous d'éternels apprentis, mais notre principal apprentissage ne se fait pas dans les salles de classe, mais dans la vie elle-même. Le chemin de l'individuation n'est pas un sprint, mais un marathon. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble une étape très importante. Nous avons allumé une lumière dans une pièce sombre, donné un nom à un fantôme et tracé la voie à suivre. Mais ce voyage continue. Si cette conversation a été précieuse pour vous, si vous avez senti qu'elle était la clé des portes de votre bibliothèque ou la carte qui montrait la sortie du labyrinthe, alors je vous invite à poursuivre ce chemin ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour que nous puissions continuer à explorer les courants profonds de notre psyché, à déchiffrer ensemble les anciennes cartes de l'âme et à nous soutenir mutuellement dans cette plus grande des aventures, l'aventure nommée vie. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse trouver d'autres voyageurs qui, peut-être en ce moment même, sont assis dans leur propre chambre,
ne sachant pas comment en sortir. Et s'il vous plaît, prenez un instant pour laisser un commentaire. Pas pour les algorithmes, mais pour vous et pour cette communauté. Partagez une pensée, une idée principale que vous emportez avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel mot a résonné en vous? Votre idée pourrait être le signe même qu'une autre personne attend. Merci d'avoir consacré votre temps et votre attention à ce voyage. C'est la ressource la plus précieuse que vous ayez. Et maintenant, allez et commencez votre acte sacré d'action imparfaite. Et souvenez-vous, votre plus grande œuvre n'est pas ce que vous prévoyez de créer. C'est la vie que vous osez vivre.